Je suis très heureux de tous vous retrouver ce soir pour notre deuxième live après celui du mois de février avec Maxime sur le sujet de la longue distance. Ce soir, je suis très heureux d'accueillir Laure, Laure qui est préparatrice mentale et qui va venir évoquer avec nous ce soir le sujet de la prépa mentale chez les triathlètes amateurs. Laure, je suis très heureux de t'accueillir ici. C'est très chouette de pouvoir passer ce moment pour discuter de ce sujet-là qui, à mon avis, souffre de pas mal de peut-être de clichés sur ce grand mot qui est la prépa mentale qu'on va souvent plutôt accoler à des triathlètes très performants, voire professionnels et de prendre un peu le contre-pied de ça et de décryper un peu ce que tu peux faire chez des athlètes amateurs qui ne sont pas forcément en recherche absolue de performance. Et puis de voir un peu comment, pour vous qui nous écoutez, comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre assez simplement sans tomber dans des choses qui soient plutôt du domaine du pro. Alors, peut-être en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bah, bonsoir à tous. Ravie de participer à ce deuxième live. Ravie de participer aussi au projet voilà, sur OpenTree, ce qu'on a fait ensemble depuis quelques temps, les articles, etc. Et donc bah, ce soir, parler préparation mentale avec vous, ça va être très chouette. Alors, pour mon parcours, moi, je suis sportive depuis toute petite. Hein. Voilà, pendant très longtemps, j'ai fait de la natation. Et puis depuis maintenant une dizaine d'années, ben, je suis tombée dans le, le triathlon. Voilà. Et puis bah, quand on a touché au triathlon, on sait très bien ce que ça donne. On devient vite addict. Et donc voilà. Donc c'est depuis maintenant 10 ans mon quotidien d'être triathlète. Et sur le plan professionnel, ben moi le sport a toujours eu beaucoup d'importance pour moi. Donc j'ai fait des études dans le sport, j'ai fait un master en STAPS, j'ai eu mon CAPEPS, je suis devenue professeure de PS. Et puis au bout d'un certain temps, j'en ai eu un petit peu marre, donc j'ai décidé de me reformer sur des sujets qui me touchaient plus, sur lesquels j'avais un petit peu plus de nouveaux appétences, et toujours autour du sport. Et donc du coup, je me suis formée à la préparation mentale, voilà, au yoga, et puis divers diplômes dans le sport. Et donc ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne des sportifs et des sportives sur le plan mental, pour essayer de les aider, de les accompagner à ce qu'ils réalisent des défis tous les plus fous, quoi. Voilà. Et dans les sportifs que tu accompagnes aujourd'hui, on parlait déjà un peu de la dichotomie entre la prépa mentale pour les pros et pour les amateurs. Toi, tu touches les deux publics ou tu es ou tu es uniquement sur le public des triathlètes amateurs? J'ai principalement des sportifs, je dirais, parce que j'ai du triathlète, mais j'ai pas que du triathlète. D'accord. Même si le triathlon prend énormément de place au sein des sportifs que j'accompagne, malgré tout. C'est une bonne proportion. Euh, et en termes j'ai beaucoup plus d'amateurs que de sportifs de haut niveau. Cette année, j'ai un sportif de haut niveau que j'accompagne sur un super projet. Mais c'est vrai que non, j'ai la majorité, ce sont des amateurs qui ont passé le cap. Et à chaque fois, je les félicite parce que ça leur permet de faire de belles choses. Ok. Ouais, parce qu'il y a ce truc, il y a ce truc un peu cliché sur la prépa mentale. Quand on se le figure sans avoir creusé le sujet, on se dit que c'est un truc plutôt réservé aux pros, plutôt réservé à des gens qui ont coché toutes les cases en dessous, si je puis me permettre, en termes d'entraînement, en termes d'investissement, en termes de matériel. Et que la prépa mentale, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui va sublimer le reste quand tu as déjà tout fait. Et que du coup, ça s'adresse plutôt à des athlètes pros ou à des athlètes semi-pros. Mm. Euh, Toi, justement, j'imagine que si tu accompagnes autant d'athlètes amateurs aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai intérêt à le faire. C'est quoi la différence entre les deux que tu perçois? Comment est-ce que ton approche du triathlète amateur, elle peut différer de ce que tu pourrais proposer chez des pros? Alors clairement, les outils peuvent être assez similaires.
Enfin, Ok. on va pas fonctionner de la même manière, plutôt sur les attentes en termes de résultats. Mais derrière, les clés, elles sont les mêmes en fait, pour l'amateur ou pour le professionnel. La différence réelle, c'est que bien souvent, même si c'est pas toujours le cas, je veux pas faire de généralité, le professionnel, il se connaît un tout petit peu plus. Voilà, c'est vraiment pour moi la vraie différence. Mais au-delà de ça, il y a des professionnels qui font les mêmes erreurs ou du moins qui ont les mêmes problématiques que des athlètes amateurs, mais après, ça n'a pas les mêmes conséquences parce qu'ils vont pas avoir les mêmes recherches de résultats. Je parle plutôt de résultats que de performance. D'ailleurs, on pourra en parler pour plus tard. Le mot performance, il faut le développer justement en préparation mentale. C'est un des premiers termes que je développe avec mes athlètes. C'est la première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire la performance pour toi? Voilà. Et oui, non, travailler avec des athlètes pros, c'est plutôt les attentes de résultats. Et souvent, ce qui va être la première source de travail chez eux, on en parlera plus tard, c'est vraiment tout ce qui est le stress autour de ce résultat. Voilà. Ok. Ouais, très clair. Ok. Euh, Très rapidement, en préparant cet échange avec Laure, on s'est dit qu'il y avait trois choses importantes qu'on pouvait, dans un format assez réduit, ce qui va durer une demi-heure, trois quarts d'heure, vous proposer dans cette approche un peu généraliste de la prépa mentale et de la prépa mentale spécifiquement chez le triathlète amateur. C'est d'abord de vous assurer que vous ayez un aperçu un peu de la cartographie de ce qu'est la prépa mentale aujourd'hui et de ces trois piliers. Vous allez apprendre aussi, puisque Laure a préparé quelques cas concrets, la méthode pour fixer son objectif et bien le fixer. Et enfin, deux techniques qui font appel à des différents piliers de la prépa mentale que vous allez pouvoir embarquer avec vous et des exercices sur lesquels vous allez pouvoir commencer à travailler dès demain et qui pourront vous accompagner sur vos prochains entraînements, vos prochaines échéances sportives. Donc ça, c'est les trois trucs qu'on va voir ce soir. Les trois piliers de la prépa mentale, bien fixer son objectif et deux techniques, deux exercices à emmener avec vous. Je fais juste un petit aparté pour les gens qui viennent de nous rejoindre et qui ne nous connaîtraient pas. Nous sommes OpenTri, la première plateforme en ligne d'entraînement pour les triathlètes. Notre mission à nous, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs sportifs. Que vous soyez triathlète très amateur, voire triathlète débutant, ou que vous ayez déjà plusieurs dizaines d'années d'expérience et que vous visiez la performance, nous, notre objectif, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs grâce à un programme d'entraînement personnalisé et surtout, et c'est là que ça vous concerne, vous qui êtes là en train de m'écouter, à une communauté, à des conseils au quotidien qu'on peut vous donner, qu'on peut se donner entre nous pour faire vivre ce vrai échange de conseils et de présence et de soutien au quotidien grâce à cette communauté. L'équipe, vous la connaissez, mais nous, on est tous triathlètes, tous pratiquants, tous passionnés. Je crois qu'on faisait le calcul la dernière fois, on doit cumuler un peu plus de 60 ans de pratique entre les 8 personnes de l'équipe. On aime ça et c'est ce qui nous fait vibrer au quotidien pour vous accompagner et pour bosser avec vous sur vos objectifs sportifs. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, on existe depuis fin 2016. Depuis fin 2016, c'est plus de 2 millions de lecteurs qui sont passés sur notre blog et un peu plus de 2200 athlètes qui sont passés entre nos programmes de coaching ou d'entraînement. Et donc, on est ravis de vous compter parmi nous ce soir si vous êtes là dans la communauté depuis quelques jours ou quelques semaines. Ce format-là serait une très bonne introduction à ce qu'on sait faire et je vous souhaite la bienvenue. Laure, on en a parlé un peu en intro. La prépa mentale, elle repose sur trois grands piliers. Toi, c'est quoi ta vision de la prépa mentale et comment est-ce que tu t'es construit autour de cette notion-là? Comment tu la définis aujourd'hui? Et comment est-ce qu'elle peut aider les triathlètes qu'on a aujourd'hui avec nous qui nous écoutent? Alors,
La préparation mentale, donc là, moi, je vous ai proposé une définition, hein, voilà. Le but, c'est donc de travailler des habiletés mentales et qui sont cognitives, on les développera plus tard, pour optimiser une performance qui est personnelle. Et surtout, pour moi, l'accompagnement, et là, moi, je vais y mettre vraiment un gros focus, c'est le plaisir. À mon sens, on ne peut pas performer si vous n'avez pas de plaisir. Ou du moins, on ne performera pas longtemps. Voilà. Donc là, le plaisir va prendre une place très importante dans mon accompagnement. Voilà. Et derrière, le but, c'est que les sportifs que j'accompagne deviennent totalement autonomes. On n'est pas en préparation mentale. Alors, je sais que ce cliché-là a la vie dure sur quelqu'un qui aurait une prise, on va dire, psychologique sur un athlète, comme une forme de gourou ou quoi que ce soit. Non, l'objectif, c'est d'acquérir des outils par rapport à certaines problématiques et de devenir autonome derrière, après, dans son quotidien sportif. Maintenant, l'autonomie, elle s'acquiert parfois en 3 mois, 4 mois, 5 mois, des fois plusieurs années. Mais l'objectif, c'est vraiment derrière de ne plus avoir de préparateur mental. Voilà. Et je vais revenir sur le mot performance, puisqu'on en a parlé la dernière fois. C'est un terme que je développe toujours au début avec mes sportifs, parce qu'en effet, performance, pour moi, un amateur, il est aussi performant qu'un sportif de haut niveau. La différence, c'est les résultats qu'il va avoir. C'est tout. Mais quelqu'un qui court son premier 10 km et qui juste le termine alors qu'il débute la course à pied, c'est une performance en soi. Voilà, même s'il met 1h10 pour courir son premier 10 km ou 1h15 ou 1h20, il va courir son premier 10 km et c'est une performance. Et à côté de ça, on peut très bien avoir des athlètes qui vont terminer un half Ironman en 4 heures et en effet, c'est un autre type de performance. Mais voilà, ça c'est vraiment très important. Il n'y a pas de petite ou de grosse performance, il y a juste une performance qui est individuelle et personnelle. Ouais, très intéressant. Toi, tu es là pour sublimer le potentiel de l'athlète au moment où il vient de voir qu'il s'agisse effectivement, comme tu le dis, d'une première compète ou d'une centième course ou d'un championnat du monde. Ok. Oui, tout à fait. Et la préparation mentale, ça, tout à l'heure, tu parlais de un petit peu la cerise sur le gâteau. Je pense que c'est une des erreurs peut-être faites par par les sportifs, c'est de vouloir, on va dire, investir peut-être dans du gros matériel tout de suite, alors qu'ils vont pas avoir les complètes capacités de pouvoir utiliser ce matériel, par exemple. Voilà, c'est la préparation mentale, c'est un investissement qui n'est peut-être pas visuel et matériel, mais c'est un investissement sur soi-même en fait. Et on va en tirer des bénéfices aussi dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle. Voilà. Ouais. Ouais, ça, c'est assez juste. Nous, on le voit même dans la communauté au quotidien. C'est que il apparaît normal pour tout le monde de faire des investissements côté entraînement, où on voit assez vite que c'est une composante indispensable de sa performance. On a aussi beaucoup d'investissements côté matériel. Par contre, c'est un sujet encore trop peu creusé, de gens qui se font suivre pour de la prépa mentale ou qui même juste investissent du temps pour aller chercher de la performance sur cette sphère-là. Et j'imagine en plus que bah, ces compétences que tu acquiers en les travaillant avec toi, Laure, ou même en autonomie, c'est des trucs que tu gardes à vie finalement. Tout à fait, c'est des choses et qui sont très bien en plus transposables ailleurs. Il y a des gens qui viennent me voir pour le sport et qui me disent bah, est-ce que je pourrais réutiliser dans ma vie professionnelle? Ben oui, complètement en fait. Le fait de travailler ses qualités de concentration, ça va forcément nous aider dans le milieu professionnel. Le fait de pouvoir gérer du stress, ça va forcément pouvoir nous aider peut-être sur un entretien, éventuellement sur voilà un atelier où il faudra mener voilà un groupe, parler en public, etc. Donc en fait, c'est des qualités, des capacités qu'on va acquérir qui vont être superposables à d'autres milieux. Donc en fait, c'est vrai que
oui, il y a encore cette idée, et je pense que c'est parce qu'on touche au mental et qu'en France, la partie mentale et psychologique, elle a encore, on va dire, il y a encore des a priori, voilà, aller voir un psychologue, un préparateur mental, c'est forcément qu'on a un problème. Non, c'est pas qu'on a un problème, c'est que juste on veut optimiser les choses. Alors oui, à la base, le déclic peut venir peut-être voilà, du fait qu'on n'est pas performant en compétition alors que l'entraînement, ça se passe super bien. Le fait qu'on gère mal notre stress, donc du coup, on se dit, il faudrait peut-être que je me fasse aider là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème psychologique, en fait. Ouais, très clair. Et du coup, on l'évoquait un peu en intro, mais en fait, c'est une discipline qui est hyper complexe et hyper vaste, sur laquelle nous, et là je me place totalement de ce côté-là, en tant que triathlète amateur, on a une vision soit très limitée, voire même parfois très biaisée. Ça repose sur quoi les grands piliers de ce que toi tu fais au quotidien pour aider tes athlètes? Alors on travaille donc sur les habiletés mentales et cognitives. Donc je vous les ai présentées là, qui sont enfin, sur cette slide. Il y a des habiletés de base, l'engagement, la fixation d'objectifs, la confiance en soi, l'estime de soi. Attention, deux choses différentes. Les habiletés cognitives, donc là, purement de la concentration, la reconcentration, donc ça c'est par rapport aux distractions, l'imagerie, autrement qu'on appelle aussi la visualisation mentale, hein, la planification, la préparation des compétitions, puis après il y a tout ce qui est psychologique, donc la gestion du stress, la peur et tout ce qui est relaxation, activation. Ça, c'est, on va dire, le point central de notre travail en tant que préparateur mental. Maintenant, il va y avoir aussi la gestion de moments importants dans une carrière de sportif. Là aussi, ma carrière, c'est pas forcément professionnel, hein, c'est voilà notre histoire sportive finalement. Ça va être peut-être éventuellement la décision de changer d'entraîneur alors que ça fait 10 ans que on a toujours le même coach. C'est jamais facile à prendre comme décision, mais on se dit là, je me rends compte que je progresse plus. Est-ce que c'est la bonne décision, tout ça? Donc, c'est accompagner le sportif dans cette prise de décision aussi. Ça peut être, chez le pro, par exemple, la fin de carrière réelle, l'accompagnement, le qu'est-ce que je fais après? Parce que voilà, ça peut être des temps un peu particuliers. Et puis, dans la vie d'un sportif, quelque chose qu'on connaît tous et qu'on redoute tous, la gestion de la blessure. Et donc, voilà, c'est assez large, c'est très complet. Je pense que c'est même, on peut parfois aller creuser sur des chapitres vraiment très personnels. Mais voilà, ici, là, je vous présente, on va dire, les habiletés principales qu'on travaille en préparation mentale. Et pour avoir une idée de toi, ce que tu fais au quotidien, euh, comment est-ce que toi tu abordes un nouvel athlète, une nouvelle athlète qui vient te voir? C'est quoi ta méthodo pour lui faire faire les premiers pas dans cette matière-là? Comment est-ce que tu travailles avec un nouvel athlète? Mmh. Alors, j'ai toujours un premier entretien au début, voilà, pour savoir, on va dire, cet entretien est assez bref, 20 minutes pour savoir quelles sont réellement les attentes, voilà. Est-ce que moi je peux répondre aux attentes de l'athlète? Parce que parfois je suis face à des problématiques où, voilà, je dis: «Bah non, là, c'est pas de mon ressort en fait, cette problématique, elle relève d'un problème médical ou, voilà, ou d'un suivi psychologique qui est vraiment bien différent et donc c'est pas de mon ressort donc voilà». Et quand c'est de mon ressort, derrière, on embraye sur un suivi. Et un suivi, la première séance, c'est toujours une séance où j'essaye de faire parler beaucoup l'athlète et essayer déjà de comprendre quelle est son histoire avec le sport. De manière générale, son histoire ensuite, si c'est le triathlon, dans le triathlon. Et puis essayer de faire une anamnèse, ce qu'on appelle une anamnèse de l'athlète, de comprendre un petit peu son fonctionnement. Voilà, son avis sur lui, son avis sur le regard des autres, voilà, et de faire un bilan. Et puis après, je lui fais faire passer des tests qui vont me permettre de compléter ce premier entretien. Voilà. Ok.
Euh, Là, dans ce que tu évoques là et dans ce que tu as évoqué en introduction, il y a le fait il y a cette notion d'autonomie aussi. Euh, dans quelle mesure le travail que tu vas déployer après, c'est du travail vraiment dans la relation préparateur-coaché, et dans quelle mesure il y a du travail où bah, c'est juste au coaché, à l'athlète, de le déployer de son côté. Comment est-ce que ça se répartit? Est-ce que ça change dans le temps? J'aimais bien cette notion d'autonomie dont tu parlais tout à l'heure en disant, bah, moi, ma vocation, c'est pas d'être là ad vitam aeternam avec l'athlète, c'est de lui donner les clés, que lui grandisse et qu'après, il soit capable de le faire. Ça, à quel point et à quelle vitesse tu réussis à donner de l'autonomie à l'athlète pour qu'il ou elle se prépare seul? Alors, c'est assez difficile parce que ça, c'est très individuel. Il y a des athlètes qui vont être autonomes relativement rapidement parce qu'ils vont avoir de la facilité à mettre en place les outils. Et puis, il y en a qui vont avoir besoin d'être accompagnés beaucoup plus longtemps. Donc ça, en termes de timing, aujourd'hui, je suis pas capable de faire une moyenne. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en général, il faut quand même, du moins, moi, la manière dont j'accompagne les athlètes, un minimum de 6 séances pour faire quelque chose. À minima, on va dire. Pour réussir à réellement débloquer un peu plus en profondeur. Et puis parfois, il y a des gens, mais ils sont suivis sur toute une saison ou 2 saisons ou 3 saisons. Mais voilà, en termes de timing, c'est le seul timing que je peux donner, c'est que venez pas me voir 3 semaines avant votre échéance en disant là j'ai un gros problème sur la natation, ça me fait stresser, je sais pas comment faire. Là, en 3 semaines, ça sera pas possible. Voilà, vous n'avez pas préparé votre Ironman ou votre Alpha Ironman en 3 semaines, et ben moi je vais pas faire des miracles. C'est pas une baguette magique. Voilà. Moi, comment j'accompagne les sportifs aujourd'hui, j'ai mis plusieurs fois en place des choses. Aujourd'hui, là, je pense après 3 ans d'expérience et avoir accompagné différents sportifs, je pense avoir mis en place un système qui fait que c'est un accompagnement complet où j'ai des séances de préparation mentale et entre chaque séance de préparation mentale, l'athlète va avoir un petit peu de travail à faire à la maison dans le sens où il va avoir des choses à essayer de mettre en place dans son quotidien. Ça peut être des choses à faire pendant l'entraînement, mais ça peut être aussi des choses à faire pendant qu'il fait sa vaisselle. Donc, ça va pas être beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est des petits changements qu'il faut ajouter dans son quotidien qui vont faire améliorer les choses ou pas. Et là, c'est bien sûr, moi, je suis pas responsable de ce que l'athlète met en place ou pas. Si à la fin d'un entretien, on dit, bon, bah voilà, on essaye de mettre en place ça, essaye de mettre cet outil-là, teste cette technique, et qu'on se revoit 2 semaines après, que l'athlète, il me dit, bon, non, mais en fait, j'ai rien fait, bah, c'est comme un coach qui lui dit, bon, bah voilà, voilà ta semaine. Si à la fin de la semaine, il a rien fait, on va pas faire de miracle, en fait. Donc, en fait, ça nécessite un minimum, on va dire, d'engagement de la part du sportif. Euh, mais mais c'est pas un travail personnel important qui va vous demander 1 heure de travail tous les soirs. On est loin de ça. Les parallèles que tu dresses avec l'entraînement physiologique sont hyper intéressants. Ouais. C'est que c'est pas une baguette magique, il faut du temps, c'est des intérêts à long terme qu'on va récolter. Il y a ce truc où l'entraîneur ou le préparateur mental peut être aussi bon qu'il le veut. Il n'en demeure pas moins que c'est l'athlète qui doit mettre en place les choses. Et en fait, c'est en creusant le sujet, j'ai l'impression que en fait, on est sur un entraînement comme un autre, quoi. À côté de l'entraînement physio, bah, il y a l'entraînement aussi à ses capacités mentales et cognitives. Ouais, c'est ça, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est un entraînement mental. Si vous investissez pas et vous payez juste un coach pour avoir un programme, mais que derrière vous n'allez pas courir, vous n'allez pas nager, vous n'allez pas rouler, vous faites pas de votre PPG, etc., ben, vous n'aurez pas de résultat. Bah là, c'est la même chose. C'est vraiment un entraînement mental au quotidien et ben, il faut accepter qu'en effet, ça prenne du temps. Avant de déployer la suite, j'en profite, je ne vous l'ai pas dit au début, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat.
en bas à droite de votre écran, vous avez une petite bulle de discussion. Si vous l'ouvrez, vous allez pouvoir poser vos questions directement à Laure et ça permettra aussi d'y répondre à la volée pendant qu'on a cette discussion. Et ça me permettra aussi de reprendre vos questions directement euh, et d'enrichir l'échange. Euh, Tu voulais mettre le focus, Laure, ce soir, sur 3 éléments pour que les gens repartent aussi avec des conseils concrets et des techniques concrètes ce soir, sur 3 points particuliers de ce que tu nous as, de la grande cartographie des compétences que tu nous as présentées là. On démarre avec le premier item que tu voulais, sur lequel tu voulais nous donner quelques billes. Ouais, on va commencer par. On avait avec toi, quand on a préparé, on s'était dit il faudrait que les gens repartent avec des petits tips en fait qui puissent s'appliquer assez facilement à la maison et rapidement, et puis que ça donne aussi un échantillon du travail que peut être la préparation mentale. Et donc le premier, c'est la fixation de buts et d'objectifs, et ça fait partie d'un des premiers travaux que je fais avec mes coachés. C'est apprendre à fixer des objectifs, mais les fixer correctement. Et pour ça, les coachs sportifs l'utilisent aussi, mais pas tous. J'étais assez surprise d'ailleurs que certains ne le fassent pas. Il faut avoir un objectif qu'on appelle, moi j'utilise le SMART, alors il y en a d'autres, mais le SMART il est assez connu aussi dans le monde de l'entreprise. Il faut que votre objectif il soit spécifique, d'accord? C'est-à-dire que faut que vous puissiez le décrire à quelqu'un de l'extérieur et que la personne de l'extérieur, en gros, quand vous lui expliquez, c'est clair. Voilà. En gros, c'est ça. Que ça soit mesurable. Pareil, il faut qu'une personne extérieure, si elle prend un chrono ou si elle calcule, je sais pas, le temps passé ou le nombre de répétitions, voilà, eh bien, elle puisse se dire, là, l'objectif, il est atteint ou il n'est pas atteint, en fait. Pour le A, c'est un ambitieux et attrayant. Pourquoi? Alors, des fois, on voit autre chose, mais moi, j'aime bien ce ambitieux et attrayant. Pourquoi? Parce qu'un objectif, pour qu'il soit source de motivation et qu'on ait envie de se lever le matin et d'aller courir alors qu'il pleut, ou aller rouler alors qu'il fait froid, ou aller nager alors que on était mieux sur son canapé, faut qu'il nous fasse un petit peu rêver. D'accord? Il faut qu'on ait envie. Donc voilà, il faut qu'il soit attrayant. Et puis il faut qu'il soit ambitieux parce qu'il faut qu'il mette un petit challenge. Parce que s'il est trop facilement accessible, on va se dire, voilà, je reste dans ma zone de confort et je vais pas y aller, quoi. Il faut qu'il soit malgré tout, ok, il faut qu'il soit ambitieux, mais il faut qu'il soit réaliste. C'est-à-dire que si vous vous mettez tout juste au triathlon et que vous dites à la fin de l'année, je vais être qualifié au championnat du monde, vous avez 0 expérience en course à pied, 0 expérience en natation, 0 expérience en vélo, va falloir mesurer ses capacités physiques et réellement mesurer si on est capable d'y arriver. Peut-être, hein, mais voilà, là, il y a quelque chose à être honnête avec soi-même et se dire, ok, est-ce que mon objectif, il est réaliste avec du travail, mais il est réaliste. Voilà. Et temporellement défini, c'est-à-dire que pour qu'on sache à quel moment on doit l'atteindre ou pas, faut qu'il ait une date butoir. Donc souvent, je dis bien souvent, la date butoir, c'est la date de la course, quoi. Ok, très clair. Et ensuite, donc ça, c'est chaque objectif doit être fixé et on a différents types d'objectifs. L'erreur principale de tout bon sportif, c'est de fixer uniquement des objectifs de résultat ou des objectifs de performance. Alors, on va essayer de différencier déjà ces deux-là. Un objectif de résultat, c'est par exemple au half marathon, au half triathlon des Sables d'Olonne, par exemple. Je veux me qualifier au championnat du monde. Donc pour ça, il faut que je fasse un top 3, admettons, parce qu'on sait qu'il y a 3 places à peu près. Donc ça, c'est un objectif de résultat. Cet objectif de résultat, il faut juste prendre conscience qu'il n'est pas seulement dépendant de vous, parce qu'il est aussi dépendant des autres concurrents. Il est aussi dépendant
potentiellement de la météo, mais souvent c'est plus on va dire des autres concurrents. C'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner très très bien, atteindre les temps que vous étiez fixés, mais si ce jour-là, il y a 4 personnes qui sont meilleures que vous, vous ne l'atteindrez pas. Voilà. Ça, c'est pour les objectifs de résultat. Pour les objectifs de performance, celui-là, il est totalement indépendant il est totalement dépendant seulement de vous. Donc, par exemple, je reprends mon objectif de l'Half Ironman. Ça va être de faire sur mon premier Half, par exemple, 5 heures. Ok, très bien. Ça, c'est un objectif de performance. Il n'est pas dépendant d'une personne X ou Y, il est juste dépendant de vous et de ce que vous faites en natation, en vélo et en course à pied. Voilà. Et les derniers qui sont souvent oubliés et sur lesquels moi j'embête tous mes coachés, c'est trouver des objectifs de processus. Les objectifs de processus, c'est en fait comme des étapes que vous allez devoir mettre en place pour arriver à ces objectifs de performance ou de résultat. D'accord? Donc, par exemple, si je reprends mon exemple toujours du half, pour arriver à faire cette performance, je dois augmenter mes qualités en course à pied. Bon, du coup, cette année, il va falloir que je mette un focus sur la course à pied. Donc, il faudra au moins que je cours 3 fois par semaine. Mais il faut aussi que j'ai conscience que ma récupération, elle n'est pas top. Et donc, je vais mettre aussi un objectif sur mes heures de sommeil. Et donc, pendant les 3 prochains mois, mon objectif de sommeil, ça sera d'avoir minimum 8 heures de sommeil par nuit. Voilà, ça, ce sont des objectifs de processus. Et ces 3 objectifs-là sont essentiels pour guider l'athlète, d'accord, et savoir qu'on est sur le bon chemin et surtout savoir comment on y va. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce que tu présentes là, c'est qu'en fait, on est déjà bien loin de la petite fenêtre par laquelle on voyait la prépa mentale tout à l'heure, en fait. C'est que on n'est pas juste sur trouver des petites astuces pour mieux gérer la douleur ou mieux gérer les moments de difficulté. En fait, on remonte bien en amont, d'après ce que tu présentes, pour déjà se donner toutes les chances au quotidien de performer. Et en fait, ça touche à des choses qui payent sur le long terme, et puis qui sont toutes imbriquées les unes entre les autres pour arriver à une performance globale à la fin. Mais en fait, souvent, j'ai souvent des athlètes qui me disent moi, j'arrive jamais à atteindre mes objectifs. Donc, j'ai besoin de préparation mentale parce que je suis sûre que c'est là où ça pêche. Et en fait, quand on travaille, mais en fait, ces gens-là, ils n'ont jamais réellement fixé des objectifs. Donc, comment être éternellement insatisfait? C'est ne jamais se fixer des objectifs. Comme ça, on les atteint jamais, mais du coup, on n'est jamais satisfait. Là, j'ai mis des objectifs en place. Si je coche les cases, à un moment donné, je vais certainement trouver de la satisfaction quelque part. Et quand je trouve de la satisfaction, je trouve du plaisir et de la performance. Et alors, le travail, parce que là, c'est facile, je vous ai demandé de trouver un objectif de résultat, de performance et de processus. Et moi, je demande à mes coachés de faire ça sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et dans cet exercice-là, très volontairement, je ne fixe pas le long terme, je ne fixe pas le moyen terme et je ne fixe pas le court terme. Et je demande aux athlètes de définir quel est leur court terme, leur moyen terme ou leur long terme. 2 athlètes n'auront certainement pas le même terme, long, moyen ou court. Très personnellement, je vais vous donner un exemple très, très, très personnel. Moi, mon court terme, ça va être ma saison entière, de triathlon ou des épreuves que j'ai mis dans ma saison, de course à pied, d'aquathlon, de tout ça. D'accord? Donc, elle va s'arrêter. Pour le moment, ma saison, elle est fixée jusqu'à juillet. Donc, pour moi, ça, c'est mon court terme, jusqu'à juillet. Mon moyen terme, c'est ce que j'envisage
sur la saison prochaine, donc mes projets pour 2025. Et mon long terme, par contre, c'est dans quel état je vais être à 70 ans. Et mon objectif de long terme, moi, très personnellement, un des objectifs de long terme, c'est si je veux à 70 ans pouvoir courir un semi-marathon. Alors, je dis pas faire une performance, mais si j'en ai envie un matin d'aller courir 21 km, je veux pouvoir le faire. Voilà. Maintenant, si je le demande à un athlète lambda ou même à toi, Charlie, on n'aura pas du tout les mêmes court terme, moyen terme et long terme. Peut-être que toi, ton long terme, c'est juste dans 4 ans, quoi. Ou c'est juste l'année prochaine. Voilà. Ouais. Et ça répond en partie à ce dont on discutait tout à l'heure. C'était en fait, il n'y a pas de formule unique dans toi, la manière dont tu peux accompagner les athlètes. Et il n'y a pas non plus on va dire, de formule magique que tu peux délivrer, de relations très verticales entre le préparateur mental qui délivrerait son savoir à l'athlète. En fait, il y a un truc où toi, tu es là pour, comme j'essaie de le faire, sublimer en fait le potentiel de l'athlète, mais le travail est aussi chez lui et aussi en adéquation avec ce que toi, tu vas pouvoir le cadrer, l'orienter pour arriver vers un truc qui lui est unique et propre, quoi. Tout à fait. On est tout le temps, enfin moi je suis tout le temps dans l'individualisation. C'est pour ça qu'il est très compliqué de faire des programmes tout faits, voilà, parce que oui, on peut donner des outils qui sont applicables. Encore une fois, les outils ne correspondent pas à tout le monde. Et encore une fois, on n'a pas la même relation au sport, à l'activité physique, à notre corps. Euh, Tous, donc de toute façon, on est tous différents. Et donc, bah voilà, mon boulot, moi, c'est d'individualiser. Mais comme on peut refaire le parallèle avec le coach, on va dire, physique, un bon coach physique, les plans de deux athlètes différents sont totalement différents aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et je rebondis là-dessus parce que c'est un truc que nous, on redit souvent et qui nécessite aussi beaucoup d'implication de la part de l'athlète dans la définition de ses objectifs, dans la mise en place d'objectifs de processus, comme tu le disais tout à l'heure, où finalement la recette, c'est aussi lui qui l'a construit, qui l'affine pour arriver vers ce qui va lui correspondre. Tout à fait. Et Euh, l'investissement, il est forcément nécessaire. ouais. Peut-être sur cette partie objectif, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer avant qu'on déroule la suite. Ce serait marrant d'ailleurs de savoir un peu si vous aviez un seul objectif là comme ça à définir pour, on va dire, votre carrière de triathlète, qu'il s'agisse d'un objectif dans 6 mois ou dans un objectif dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 30 ans comme Laure. Qu'est-ce qui vous vient en tête en premier? C'est marrant parce que c'est une question qu'on avait posée tout début de l'année 2024. On demandait un peu aux gens quels étaient leurs objectifs et leurs leurs grands objectifs 2024. Et souvent, ce qui revenait, c'était le point d'orgue, c'est toujours une compète, une perf à une compète. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le plaisir. En fait, il faut que ce qui nous drive, c'est aussi la satisfaction de passer une ligne d'arrivée avec le chrono qui nous satisfait, avec la famille autour. Et il y a ce vrai truc où bah, les objectifs, ça doit aussi être des trucs qui nous font vibrer et des trucs dans lesquels on prend plaisir, quoi. J'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a l'année dernière, j'ai accompagné une triathlète qui était inscrite à l'Ironman de Nice. Voilà, pas du tout confiance en elle. C'était un petit peu, voilà, elle était persuadée qu'elle allait pas y arriver, etc. Et j'ai tendance, quelques séances avant la compétition, à leur envoyer une petite fiche qui remplissent et elle leur demandait en haut, c'est quelle est ma compète. Et donc la majorité des gens remplissent bon bah Ironman de Nice, voilà, ou Alphes des Sables ou triathlon de Carcan, enfin bref, le nom de la compétition. Et ce jour-là, la triathlète me renvoie la réponse et elle a mis un rendez-vous avec moi-même.
Et en fait, j'ai trouvé ça en fait fabuleux parce qu'en fait, c'est ça, c'est en fait cet Ironman, c'était pas un Ironman, c'était juste un rendez-vous qu'elle s'était fixé avec elle-même en fait. Et en fait, on a discuté et elle me dit, mais en fait, à partir du moment où je l'ai écrit, mais en fait, j'avais compris que j'y arriverais, peu importe le temps, j'y arriverai. Ouais, très intéressant, ouais, très chouette. Eric nous dit, pour lui, le défi de cette année, c'est l'Ambraman. Euh, Effectivement, Eric, je crois que tu suis un de nos programmes d'entraînement et effectivement, c'est un sacré morceau. Il te reste encore quelques mois, mais ouais, c'est un bel objectif pour cette année. Un beau mythe. Euh, Peut-être pour passer à la suite, la première des deux techniques, des deux exercices que voulais nous présenter, portait sur la relaxation. Laure, je te laisse nous présenter ça. Ouais. Alors la relaxation, c'est souvent quelque chose que les athlètes, surtout les triathlètes, ont du mal à faire. Ils sont toujours à 200 à l'heure et ils se posent jamais. D'accord. Donc là, il y a plusieurs méthodes de relaxation. Là, moi, j'en ai choisi une qui est peut-être un peu moins connue. On entend souvent parler de la cohérence cardiaque, tout ça. Et celle-ci, je trouve qu'elle est facile à mettre en place, en fait. Et c'est ce qu'on appelle la respiration carrée. Pourquoi le nom de la respiration carrée? Très simplement par rapport, on va dire, au schéma qu'elle forme, qu'on peut former dans sa tête en fait mentalement quand on se la visualise. Et l'idée en fait, c'est sur 4 à 10 cycles de pouvoir retrouver son calme. Alors ça marche quand vous êtes énervé, mais voilà, quand vous vous sentez un peu dépassé par vos émotions. Et l'idée, c'est d'inspirer sur 4 temps. Donc, on peut le faire ensemble, par exemple. Je vous invite à vous asseoir correctement et essayer. Vous pouvez le faire les yeux fermés, les yeux ouverts, peu importe. Et on va inspirer par le nez pendant 4 temps. Donc, 1, 2, 3, 4. On va être en rétention, en apnée pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. On va expirer par le nez pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et on va être en rétention à poumon vide pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et cet exercice-là, vous allez pouvoir le faire pendant 4 à 10 cycles. D'accord. Et ça va vous permettre de vous apaiser. C'est quelque chose qui est très facile. Vous pouvez le faire n'importe où. Voilà. Si vous le faites plus longtemps, la relaxation, elle sera super profonde. Par exemple, le soir, pour s'endormir, ça c'est top. Vous faites 20 cycles comme ça. C'est parfait pour s'endormir, on va dire, sans stress, sereinement. Il y a des gens pour qui 4 temps, c'est beaucoup. D'accord. Et bien, dans ces cas-là, redescendez à 3 temps. C'est pas grave. Et si 4 temps pour vous, vous sentez que c'est trop facile, augmentez à 5 temps. Elle est totalement adaptable, cette technique. Et c'est pour ça qu'elle est aussi intéressante. Voilà. Ok, donc première technique, la respiration carrée. Donc tu l'as dit plutôt pour se recentrer, s'apaiser, et pourquoi pas s'endormir. Ok. Ouais. Tu avais autre chose à nous présenter là-dessus, ou est-ce qu'on passe à la deuxième technique? On peut passer à la deuxième technique. S'il n'y a pas de questions. Ah, Lucie nous demande, petite question, est-ce que tu conseilles de faire ça avant le départ d'une course, par exemple? Oui, tu peux très bien faire cet exercice avant le départ d'une course, notamment si tu sens que en fait le stress chez toi prend un petit peu trop de proportions. Voilà, ça peut très bien être fait 5-10 minutes avant le départ, histoire de faire tout redescendre et de prendre le départ un peu plus sereinement. Ouais, ça c'est quelque chose qui est facile en plus à faire. Donc, ouais. Vous y penserez la prochaine fois quand vous serez dans le groupe en attendant le coup de pistolet du starter à la respiration carrée. Il sera peut-être un poil trop tard pour le faire, mais en tout cas, ça peut servir même en dernière minute, juste avant de démarrer. Le deuxième exercice, la deuxième technique que tu voulais nous présenter, Laure, porte plutôt sur la concentration, la reconcentration. Ouais. C'est un peu aussi pour vous expliquer comment fonctionne votre cerveau.
Donc, je vais vous faire un petit exercice. Cet exercice-là, il est assez connu. Enfin, peut-être que vous l'avez déjà fait. C'est l'exercice du chien. Donc, très simplement, je vais tous vous demander d'imaginer et de penser à un chien. Vous pouvez le faire les yeux fermés, les yeux ouverts, peu importe. Vous imaginez un chien, vous pouvez imaginer la couleur de son pelage, peut-être que vous pouvez l'imaginer dans le jardin ou en train de jouer je sais pas, au frisbee, en train de courir sur la plage. C'est peut-être un chien que vous aimez ou que vous aimez pas, si vous détestez les chiens, peu importe, mais vous êtes tous capables de voir un chien. Normalement, là, vous avez réussi à voir un chien. Deuxième temps de cet exercice, maintenant je vais vous demander de ne pas penser à un chien. Est-ce que vous réussissez à ne pas penser à un chien? Ça me semble plus compliqué. C'est plus compliqué. Voilà, tout à fait. Maintenant, je vais vous demander de penser à un chat. Donc peut-être que vous voyez le chat du voisin, voilà. Voilà, ou votre chat qui dort paisiblement sur votre canapé pendant que vous êtes en train de participer à cette conférence. Est-ce que là, du coup, au moment où je vous ai demandé de penser à un chat, vous pensiez au chien? Non. Pour beaucoup, non. Enfin, pour beaucoup. Pour la majorité d'entre vous, certainement pas. Cet exercice est là pour vous faire comprendre que, en fait, votre cerveau ne comprend pas la négation. Quand je vous dis ne pensez pas à un chien, votre cerveau, il voit un chien. Même là, si je vous redis à nouveau ne pensez pas à un chien, votre cerveau, il voit un chien. Donc, votre cerveau, il ne comprend pas, il ne comprend pas la négation. Donc, quand vous voulez vous concentrer sur quelque chose, ne lui dites pas « Ah, ne pense pas au gâteau qui est dans le frigo », d'accord? Non. Dites-lui « Je dois me concentrer sur cet élément ». En fait, là, c'est d'où l'importance de placer son focus sur l'élément sur lequel je dois me concentrer et non pas celui où je dois éviter de me concentrer. Donc, typiquement, sur un triathlète, je vais vous donner l'exemple. Ah, il faut pas que je panique dans l'eau. Ah ben alors là, on est sûr qu'on va paniquer dans l'eau. Hein. Non. Sur quoi je vais devoir me pencher pour ne pas paniquer dans l'eau? Ok, je vais me pencher sur ma respiration. Je vais respirer en 2 temps. Tous les 4 mouvements, je vais relever la tête pour voir où est la bouée. Je peux me concentrer éventuellement sur ma technique. Voilà. Donc en fait, c'est cette capacité à savoir où mettre le focus pour pouvoir se concentrer correctement sur l'élément qui est important. Mais le ne pas, votre cerveau ne comprend pas. Ça marche à tous les coups. Je peux le faire avec n'importe quoi. Si je vous dis ne pensez pas à une glace au chocolat, vous voyez une glace au chocolat. Voilà. La démonstration est assez claire et assez nette, ouais, tout à fait. Ok, très intéressant. Donc ouais, peut-être plus en amont, en préparation, pour se mettre dans les bonnes conditions quand on sera sur la course, se préparer à ce genre de choses et préparer des vrais points d'attention, des vrais points de vigilance plutôt que des points d'évitement. C'est ça la leçon qu'il faut retenir de ça. Ouais, mais par contre, le travail que je fais moi souvent avec mes athlètes, c'est quand même de connaître ce qu'on veut éviter. D'accord? Donc, le premier travail, ça va être d'identifier quelles vont être les problématiques. Là, j'ai donné un parce qu'il revient assez souvent. Je veux pas paniquer en natation. Voilà. Mais ça peut être totalement autre chose. Je veux pas marcher en course à pied. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ok? Et sur quoi, du coup, on va essayer de porter ton attention? C'est sur autre chose. Pour un petit peu chanter ton esprit et surtout lui apporter quelque chose qui va lui amener un comportement positif, en fait. Eh ben, une très bonne deuxième technique à garder près de soi pour là plutôt un peu en amont, mais très très chouette. Euh, donc là, on a vu finalement dans les trois exemples, dans les trois thèmes que tu as déployés, le premier sur comment est-ce qu'on fixe un objectif et comment est-ce qu'on détermine son objectif
correctement pour qu'il puisse être bien suivi et qu'on puisse l'appliquer au quotidien, parce qu'en fait, il passe par une somme d'actions mises en place au quotidien, un exercice de concentration et un exercice de relaxation. Et en fait, tout ça, ce n'est finalement qu'un aperçu de tout l'éventail d'outils et de savoir que tu as à ta dispo pour accompagner les athlètes. Tout à fait. Là, j'ai pris un exercice de chaque, mais pour la relaxation, il en existe beaucoup plus. Pour la concentration, il en existe beaucoup plus. Voilà, là, il fallait faire, on va dire, avec quelque chose qui est facilement applicable, mais voilà, c'est juste un petit échantillon de ce qu'on peut faire. Très chouette. Euh, Y a-t-il des questions, des sujets que vous voudriez creuser avec Laure, des choses sur lesquelles vous voudriez revenir? On va prendre quelques questions dans le chat. Et puis après, Laure vous a préparé deux petites surprises avant d'y passer. Je prends vos questions dans le chat s'il y en a. Je pense qu'il y a toujours un petit temps de décalage. Alors, je ne les ai pas tout de suite, mais si j'ai une première question de Maxime qui nous demande, je souhaiterais savoir si tu as des outils, des techniques pour la visualisation positive. Est-ce que c'est un truc que tu mobilises, ça, la visualisation positive? Ouais, c'est quelque chose que on travaille, la visualisation de manière générale, mais pour la visualisation positive, un truc là assez facile à décrire là tout de suite, ça serait d'essayer de vous visualiser sur un moment passé où vous avez vécu ce que vous aimeriez vivre sur, par exemple, la prochaine course ou le prochain entraînement. Si vous avez déjà fait un super entraînement dans lequel vous vous sentiez super bien, etc., c'est d'essayer déjà dans un premier temps de se remémorer ça. Voilà, en fermant les yeux, d'accord. Essayez de ressentir les sensations que vous aviez vécues à ce moment-là, d'accord. Et puis, un petit temps, vous prenez une petite pause une fois que vous avez visualisé ça. C'est essayer de vous imaginer avec les mêmes sensations sur le futur, par exemple, entraînement ou sur la future course. Et du coup, vous servir des sensations que vous avez déjà vécues, que ce soit visuel, que ce soit sonore, que ce soit auditif, que ce soit proprioception, peu importe. Et déjà, de les retransposer à quelque chose que vous voulez vivre dans les prochains jours ou dans les prochains mois, en fait. Voilà. C'est utiliser quelque chose que vous avez déjà senti à un moment donné. C'est toujours beaucoup plus facile de partir de quelque chose qu'on connaît plutôt que de visualiser quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait. Voilà. Florent nous demande, malgré l'implication qu'il peut mettre au quotidien, il dit qu'en tant qu'amateur, son calendrier est parfois compliqué à tenir, son calendrier d'entraînement notamment. Comment gérer la frustration d'un entraînement loupé? Alors là, c'est plus quelque chose sur de l'analyse. Souvent, quand ça arrive, moi, j'essaye de poser la question à mes coachés, de dire, voilà, on essaye d'analyser pourquoi tu as loupé cet entraînement. Alors, loupé, je suppose que c'est parce que tu n'as pas réussi à le faire, hein. Moi, je le prends comme ça. Je ne prends pas l'entraînement raté. Et dans ces cas-là, c'est essayer d'analyser ce qui était contrôlable ou pas dans ma semaine. Il y a quelques mois maintenant, au début de l'hiver, on a eu une période où il a fait très très froid. Il a été difficile pour certains de sortir parce que par exemple il y avait du verglas, de la neige ou quoi que ce soit. Et moi j'ai des sportifs qui étaient frustrés de ne pas avoir fait leur semaine d'entraînement. Bah oui, mais j'ai pas pu aller courir. D'accord, ok. Maintenant, on analyse pourquoi tu n'as pas pu aller courir. Ben, j'ai pas pu aller courir parce qu'il n'y avait pas les conditions de sécurité remplies. Ok, très bien. Donc, est-ce que tu pouvais contrôler ça ou pas contrôler ça? Si tu ne pouvais pas le contrôler, mais ne porte pas ton attention là-dessus en fait. Tu ne pouvais pas contrôler, donc ce n'est pas dépendant de ta volonté de ne pas faire cet entraînement.
C'est juste que là, aujourd'hui, les conditions, elles n'étaient pas remplies. Voilà. Essayez de voir qu'est-ce qu'on peut contrôler ou pas contrôler. Si dans le cas contraire, tu te rends compte que ben, tu as loupé quelque chose, mais que c'est de ta faute, que c'était parce que quelque chose, tu l'as mal contrôlé, dans ces cas-là, ça te donne un axe de progression pour la semaine d'après et te dire, OK, cette fois-ci, c'est juste parce que j'ai mal géré mon timing ou cette fois-ci, c'est parce que j'avais pas anticipé le repas, etc. Donc, dans ces cas, qu'est-ce que je fais pour pouvoir gagner peut-être ce quart d'heure ou ces 10 minutes qui vont me permettre de pouvoir caler ma séance, en fait. Voilà. Ok. Et je prends une dernière question de Benoît qui nous demande est-ce qu'il y a des outils spécifiques pour la préparation mentale des enfants et des ados? Oui et non. En fait, c'est plus dans le vocabulaire que je vais utiliser. Je vais utiliser beaucoup plus de choses imagées, bien que je le fais quand même avec les adultes, parce que souvent ça parle plus. Mais avec les ados, on travaille plus avec des petites images. Là, je les ai pas, enfin, elles sont rangées, mais j'ai des petites cartes avec des petits dessins pour essayer de faire verbaliser, par exemple, sur les émotions, etc. Donc souvent, c'est pas des outils spécifiques aux adolescents, mais c'est plutôt le mode de communication qu'on change en fait. Voilà. Et allez, je prends une dernière question bonus avec une réponse express. Qu'est-ce que tu penses de la pratique du yoga et du pilate les jours de repos? Est-ce que c'est une pratique qui peut être utilisée pour se préparer mentalement et canaliser son énergie? Oui, 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 moi je le fais. Je suis aussi, j'ai aussi le diplôme de prof de yoga et c'est pas pour rien. Faites-le, ça va être bon pour votre corps, ça va être bon pour votre tête. Voilà, donc oui, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui est génial. C'est un très bon outil. Super. Merci pour vos questions, merci pour tes réponses, Laure. Et très rapidement, on passe à la suite. La suite, comme je vous disais, euh, là, ce qu'on a vu, finalement, c'est un aperçu assez généraliste, une première évocation de ce sujet-là qu'on a pu faire tenir en 45 minutes, une heure. Bien entendu, c'est pas suffisant pour on va dire, appliquer pleinement tout ce qu'il y a à faire du côté de la prépa mentale. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a deux options. La première, c'est si vous voulez vous donner pleinement les moyens d'exploiter votre potentiel. Laure propose des suivis individuels et pour les gens de la communauté OpenTree, elle vous propose un tarif spécifique et préférentiel sur ce qu'elle peut faire. Ça, c'est vraiment l'option où vous voulez vraiment, vous avez une grosse échéance. Ce qu'on vous a présenté là, bah, ça fait résonner un truc en vous. Vous sentez qu'il y a un vrai potentiel d'amélioration et vous avez envie d'être entre les mains de quelqu'un qui va vous guider. Alors, vous l'avez compris, ça ne marchera pas si vous faites, enfin, si vous ne vous y impliquez pas au quotidien, et ça ne marchera pas non plus si on est un mois avant votre prochaine compète. L'idée, c'est si vous êtes prêt à investir un peu de temps, un peu d'énergie pour aller chercher, pour aller, en fait, moi je le vois comme travailler un pan de la performance qui peut être parfois à peine effleuré. Et en fait, plus on travaille ces points faibles en triathlon, plus on devient homogène. Finalement, la prépa mentale peut être une de ces sphères à travailler sur lesquelles il faut, à minima, développer son niveau pour avoir une performance pleine et complète. Ça, c'est la première option. Si vous voulez profiter vraiment du savoir-faire de l'or et vous confier entre les mains d'une experte, ça, c'est possible. Dans ce travail-là, Laure, peut-être je te laisse présenter en deux mots la manière dont tu travailles sur cette formule-là et ce que tu proposes à nos athlètes. Ouais. Alors, comme je vous disais, ça fait quelques temps maintenant que je travaille avec les athlètes et j'ai affiné plusieurs fois mes offres. Et là, depuis cette année, j'ai décidé de mettre en place quelque chose de vraiment très complet avec l'idée vraiment d'un accompagnement. Le but, c'est d'être à vos côtés presque à chaque moment de votre préparation et si vous en avez besoin, d'être au plus près de votre préparation. Et donc, dans cet abonnement mensuel, mais sans engagement, c'est-à-dire que si au bout d'un mois, vous vous rendez compte que la formule vous plaît pas ou si le feeling passe pas, parce que c'est très important de comprendre que
C'est comme quand on va voir un psy ou un médecin. Parfois, la personne qu'on a en face, le feeling passe pas, ça passe pas. Voilà, ça fait pas de la personne en face un mauvais médecin, un mauvais préparateur mental ou un mauvais psychologue. C'est juste que ouais, ça ne passe pas, on n'est pas à l'aise, etc. Mais il est possible d'arrêter. Mais sachez que un mois de suivi avec moi, c'est quoi? C'est 2 séances de préparation mentale d'1 heure qui sont placées en fonction de vos disponibilités. Un retour et des mises en pratique entre les séances. Donc, quand vous avez en fait, je mets un système de drive où sur ce drive, vous avez tous les retours écrits des séances et tout ce qu'il y a à mettre en pratique entre les séances par rapport à ce dont on a parlé. Une disponibilité WhatsApp au quotidien. Donc, ce que je dis à mes athlètes, mis à part la nuit où j'essaye de dormir, globalement, je réponds assez rapidement. Et j'essaye voilà, de vous aider par message. Un appel pré-compétition. Alors moi j'ai mis la veille, mais parfois c'est l'avant-veille ou 2 jours avant, hein, c'est à vous de me dire. Qui permet aussi de recaler certaines choses qu'on a travaillées, peut-être de vous rassurer, pouvoir évacuer et parler à quelqu'un d'autre que votre femme, votre mari ou votre conjoint ou votre coéquipier qui lui est super serein. Et des fois c'est pas beaucoup mieux. Et puis, chaque mois, en plus, sur ce drive, je mets des petits bonus en plus pour compléter votre préparation. Donc, ça peut être voilà, des petits audios, des petites séances de yoga parfois. Ça peut être des recettes. Enfin bref, des trucs bonus en plus. Voilà. Et donc l'offre que tu Et proposes donc, je propose à nos athlètes. à tous les athlètes donc, qui viennent me voir de la part d'Opentree, donc 180 € au lieu de 200 €. Voilà. Ok, très chouette. Et ouais, pour un truc qui est vraiment le nec plus ultra de ton accompagnement, quoi. Ouais. Vraiment n'avoir rien à faire que mettre son projet entre les mains de Laure, puis, une fois que Laure vous a bien guidé, l'appliquer au quotidien. Ok. La deuxième option, peut-être, Ah, pardon. S'il y a des gens qui sont intéressés, quand même, où retrouver Laure? Alors, vous retrouverez Laure sur Instagram sous le nom Laure Chrysalide, si je dis pas de bêtises. Chrysalide Sport. Chrysalide Sport, pardon. Ouais. À faire de l'impro, je donne pas les bons. Chrysalide Sport. Mais le plus simple est l'adresse que vous avez là, laure.chrysalide.sport@gmail.com. Un petit message en lui disant que vous venez de la part d'Opentree, que vous avez assisté à la conférence. Et même si c'est pour des questions, j'imagine, Laure, on peut te contacter là. Tout Ok. à fait, il y a pas de problème, je réponds, voilà, aux mails, même si, voilà, c'est des questionnements juste purement techniques, voilà, il y a pas de souci. La deuxième option, c'est si vous voulez démarrer en autonomie, si vous n'êtes pas prêt à franchir le cap d'un suivi personnalisé, mais tout de même que ce sujet, encore une fois, fait résonner certains trucs sur lesquels vous n'êtes pas aussi performant que vous le souhaiteriez ou que il y a des choses que vous aimeriez creuser, notamment sur la partie outils techniques à mettre en place en autonomie. La deuxième solution, c'est un programme que tu as créé, Laure, qu'on a publié chez OpenTree, qui s'appelle Mental d'acier. Mental d'acier, c'est un programme de 12 leçons de prépa mentale pour les triathlètes, qui a vraiment à suivre en autonomie. Donc, vous pouvez tout consommer en une semaine, mais vous pouvez aussi y passer plusieurs mois. C'est un programme sur lequel vous avez un accès à vie, donc vous pouvez le réutiliser de saison en saison, qui est accessible à la fois sur votre téléphone, votre tablette, votre ordi, qui reprend pas mal de formats différents. On a du texte, on a beaucoup d'exercices et de techniques, on a de la vidéo, on a des audios qui vont vous permettre en fait, d'avoir un peu des techniques essentielles, des piliers de ce que vous devez savoir à minima et ce que vous devez mettre en œuvre à minima sur la prépa mentale. Et puis, il y a ce vrai côté où on veut quelque chose qui soit très, 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 très pratique et qui puisse être très vite mis en application. Ça, c'est un programme qui a été créé par Laure, qui a été suivi, je crois, aujourd'hui par un peu plus de 60 athlètes. Euh, et qui est, Laure, je pense que tu compléteras, mais qui est vraiment le premier pas si on veut démarrer en autonomie sur ce pilier de la prépa mentale.
Oui, oui, ça permet en fait de découvrir, voilà, tout seul à la maison. C'est bien sûr, on n'est pas sur quelque chose qui est 100% voilà, individualisé comme on le disait. Je pense que, mais vous vous y retrouverez forcément dans certains exercices. L'idée, c'était de vous proposer beaucoup d'exercices justement afin que vous puissiez au moins en trouver quelques-uns qui vous plaisent. Parce que comme je vous disais, la préparation mentale, il y a des outils qui vont plaire à certains, d'autres pas. Là, vous en avez plusieurs, vous trouvez ceux qui fonctionnent pour vous et puis vous les réutilisez. Et enfin, ce qu'on a proposé avec Laure, qui va dans la même logique que ce que tu disais sur ton suivi individuel, on a une garantie sur ce programme-là, qui est une garantie satisfait ou remboursée pendant 60 jours. Vous avez la possibilité de tester deux des chapitres de ce programme-là. Et si vous considérez que ça vous convient pas ou que ça résonne pas avec ce que vous attendez, on vous rembourse intégralement dans les 60 premiers jours. Donc, si vous voulez le tester, vous avez deux chapitres pour aller voir ce que ça donne. Il n'y a pas de risque. Si en tout cas ça vous a donné envie d'aller plus loin, vous avez les deux possibilités. Être dans les mains de l'or pour la version la plus ultime et la plus ambitieuse, celle qui apportera le plus de résultats le plus rapidement possible, ou vous avez la version un peu plus lente, un peu plus en autonomie, mais qui vous fournira les bases, qui est le programme Mental d'Acier. Pour celui-ci, si vous souhaitez en bénéficier, c'est assez simple. Il vous suffit de vous rendre sur opentree.fr/mental-acier, d'ajouter le code promo avec la date du jour 19-03-2024 et vous aurez instantanément 25% de remise sur ce programme-là. Je crois qu'on est arrivé au bout. Merci Laure pour ton intervention. Est-ce qu'il y a un dernier mot, une dernière chose que tu voulais nous partager sur la prépa mentale, un mot de la fin? Merci de m'avoir accueilli et puis de m'avoir laissé présenter tout ça. Et puis j'espère que je vous aurai donné envie de peut-être ajouter ça à votre préparation et puis d'aller soit avec moi mais ou avec un autre préparateur mental, voilà, travailler sur ce pan de la performance en tout cas. Et une question qu'on pose à la fin de nos échanges, c'est quoi, toi, ton prochain objectif là, en termes de course cette année? Moi, il arrive très vite. C'est le marathon de Chinon, Qui sera à quelle date? 7 avril. Ok, très chouette. Voilà, Eh ben, écoute, bonne fin de prépa. On est presque dans l'affûtage là. Il doit te rester un peu moins de 3 semaines. c'est ça. Bonne prépa. Alors, merci beaucoup d'être venu. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos critiques, vos suggestions d'amélioration. On est ravis d'avoir passé ce moment-là avec vous. Je vous dis à bientôt et puis merci de votre fidélité. Bonne soirée. Bonne soirée.